Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h36 avec nous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Olivier Faure, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Violence et pillage du week-end, on en parle encore beaucoup, et notamment les ministres régaliens du gouvernement, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Gérald Darmanin dit qu'il faut faire évoluer la loi. Et que propose-t-il? De supprimer les aménagements de peine obligatoires, de supprimer le sursis et de mettre en place par la loi, je dis bien par la loi, à l'automne, une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue. Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures-là? Bon, d'abord, je veux dire que je regrette évidemment, comme tout le monde, les exactions qui ont été commises. Dire que c'était une belle fête, qu'on a eu un très beau match et qu'à chaque fois, voir ces jeunes qui se livrent à des pillages, à des dégradations, c'est insupportable. Et évidemment, la question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à conjurer ces situations. Le problème des propositions de Gérald Darmanin, c'est qu'elles sont là pour faire du bruit, mais je ne suis pas sûr qu'elles permettent de résoudre grand-chose. D'abord parce que le premier élément, c'est que nous avons un principe constitutionnel qui est celui de l'individualisation de la peine. Et qu'il suppose que le juge, le magistrat qui prend la décision, le fasse en fonction du contrevenant qu'il a devant lui. Oui. Et ce qu'on observe pour l'instant, on n'a pas vu tous ceux qui ont été interpellés, tous n'ont pas été jugés encore, mais la réalité, c'est qu'on a affaire souvent à des gens très jeunes, et à des gens qui ne sont pas des récidivistes, mais des gens qui, pris par l'ambiance générale, se sont livrés pour la première fois, en tout cas pour la première fois, et serrés par la police, eh bien, se sont livrés à des exactions. Pris donc, par l'ambiance générale, c'est pas une excuse. Je dis pas que c'est une excuse, je dis simplement, oui. Bien sûr que non, que c'est pas une excuse. Oui. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a pas affaire là à des bandits de grand chemin. On a affaire à des gens qui sont, pour la première fois, pris la main dans le sac. Et donc la question est de savoir quel est le type de peine que l'on doit leur appliquer. Parce que moi, je veux bien qu'on dise il y a des peines minimales. Bon, je viens de dire que ça revenait sur un principe. Oui. Parce que les magistrats, ne croyons pas qu'ils soient laxistes. Les magistrats, au contraire, ont la main lourde. Et la réalité statistique, c'est que aujourd'hui, les peines sont beaucoup plus longues que par le passé. Et donc, on a plutôt les prisons sont pleines parce que précisément, on a des gens qui sont en prison beaucoup plus longtemps que dans les années passées. Maintenant, que voulez-vous faire? Est-ce que vous avez un jeune qui a 16-17 ans, est-ce que vous voulez l'envoyer en prison pendant un mois? Franchement, est-ce que vous pensez que le système carcéral... Et pourquoi pas? Mais allons jusqu'au bout de la démonstration. Il y a de la place dans les quartiers pour mineurs, dans les prisons aujourd'hui. Oui, mais moi, ce que je souhaite, c'est que la peine soit, en réalité, un moyen de faire en sorte que les gens qui ont commis une erreur, une bêtise, et même parfois... délit, eh bien, sortent de cette peine en ayant le sentiment que ce qu'ils ont fait n'était pas forcément ce qu'il fallait faire et qu'ils ne reprennent pas. Une peine courte d'une semaine, de 15 jours, dès le premier délit, n'est-ce pas une solution? Ça dépend quelles sont les conditions pendant lesquelles la peine est exécutée. Si vous faites rentrer des gens qui sont des primo-délinquants, et qui sont des casseurs, qui ne sont pas des bandits, qui n'ont pas, et que vous les faites rentrer dans un système carcéral avec des gens qui sont eux des bandits chevronnés. Quel est l'intérêt, si ce n'est... Il y a des quartiers pour mineurs qui sont réservés justement... Si ce n'est de leur faire fréquenter des gens qui on n'est les pas obligé de les mélanger non plus, Olivier Faure. Mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire attention et que c'est toujours facile de parler en général. Moi, je souhaite parler concrètement et qu'on puisse dire aussi que la peine de prison n'est pas toujours adaptée et qu'elle peut être au contraire le facteur de récidive, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. Alors, Bruno Retailleau, lui, propose l'utilisation de la reconnaissance faciale de façon très encadrée, dit-il, pour mieux déceler les visages des auteurs d'incivilité et les condamner. Vous y êtes favorable ou pas? Mais j'ai du mal à comprendre parce que là, en l'occurrence, je répète ce que je viens de dire, c'est que nous avons face à des jeunes qui ne sont pas des multirécidivistes. Et donc, vous pouvez mettre la reconnaissance faciale que vous voulez, vous n'arriverez pas à les repérer.
la reconnaissance faciale, elle n'a d'intérêt qu'à une seule condition, c'est que vous ayez des gens qui soient déjà dans vos fichiers et que vous sachiez qu'ils sont dans les rues à tel ou tel moment, et encore... non, mais pour identifier les auteurs de saccage ou les auteurs de pillage. Ça, c'est la reconnaissance faciale. C'est pas la reconnaissance faciale, ça c'est la vidéosurveillance qui permet a posteriori d'identifier tel ou tel contrevenant. Ça n'a rien à voir. Et donc, et là aussi, faisons attention à ne pas se retrouver dans un système qui est un système liberticide. Parce que est-ce que nous avons toutes et tous envie que l'État français, demain, comme l'État chinois, puisse contrôler nos faits et gestes dans la rue, etc. Il y a un moment où Big Brother n'est plus très loin, et je pense qu'il faut faire attention à toutes ces mesures que nous prenons sous le coup de l'émotion, parce qu'il y a un magasin saccagé, mais qui finalement viennent entraver la liberté de tous les autres qui, eux, ne sont pas forcément des délinquants. Alors, les violences, pourquoi y a-t-il eu des violences? Parce qu'il y avait trop de policiers et trop de gaz lacrymogène, c'est ce que dit LFI. Oui, ça c'est une bêtise. C'est une bêtise, mais enfin bon. LFI qui demande la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la sécurité publique après le match. Ça, c'est plus intéressant, déjà. Oui. Parce que vous vous associez à la création de cette commission d'enquête? Je n'ai pas été associé. Non, mais je ne trouve pas l'idée absurde. Oui. Non pas pour aller chercher, d'ailleurs... soyons aussi là justes. C'est très difficile d'arriver à maîtriser des grands événements comme ceux d'une finale de la Ligue des Champions. Et donc, la question n'est pas d'aller chercher des poux à tête de tel ou tel ministre ou du préfet de police de Paris. La question, c'est plutôt de faire en sorte de faire émerger les conditions dans lesquelles, en fait, des jeunes ont effectivement été auteurs manière non pas inédite, parce que c'est pas tout à fait vrai en réalité. Après chaque compétition, on observe ce même type de comportement. Mais est-ce qu'il y a eu des failles, et quelles sont ces failles pour permettre demain de mieux gérer ces compétitions? On a parfois des compétitions qui se passent très bien. Regardez les Jeux Olympiques, on a craint beaucoup, et puis ça a été formidablement réussi. Et donc il y a parfois des leçons à tirer de l'expérience, et donc la commission d'enquête peut servir à ça. L'assassinat raciste dans le Var. Bruno Retailleau entretient un racisme d'atmosphère. C'est ce que vous disiez hier matin. Alors j'aimerais avoir quelques explications. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Bruno Retailleau est raciste, j'imagine. Non, ça veut dire tout simplement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par clientélisme, par volonté d'aller chercher un électorat, notamment celui qui vote à l'extrême droite, Bruno Retailleau, depuis de longues années en réalité, a des mots qui facilitent, qui légitiment les comportements racistes. Je me rappelle de sa façon de considérer les jeunes émeutiers après l'affaire, le meurtre de Naël, quand il parlait de retour aux origines. Vous dites le meurtre de Naël. Pour vous, c'est jugé, quoi, c'est clair. Non, il n'est pas encore jugé. Moi, en tout cas, c'est la mort de Naël. Son inculpation, elle est pour meurtre. Donc, on est bien sur une qualification des faits qui laisse penser que cela pourrait arriver. Je ne veux pas être magistrat. Vous êtes satisfait que le policier soit conduit devant les assises? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est une façon de répondre aussi justement à ces jeunes qui considèrent que la justice est à deux vitesses, qu'elle est simplement là pour condamner les tout venants, mais qu'elle n'est pas capable de juger ses propres policiers. Eh bien, aujourd'hui, la démonstration est faite que la justice... Je ne vais pas défendre Bruno Retailleau, mais enfin, il a dénoncé un crime raciste et peut-être un crime terroriste même. Oui, non, mais ça c'est a posteriori agréable de le faire. Ce que je dis, c'est qu'il entretient, et à dessein, une forme d'atmosphère, un climat qui favorise... Il entretient le racisme. Il favorise des expressions qui sont celles du racisme, parce qu'il est celui qui, en permanence, cherche à expliquer... Enfin, je vous apprends rien. Donc il encourage le racisme. Vous n'osez pas aller jusque-là, mais vous le pensez. Non, il encourage le racisme avec ses propos. Je ne veux pas dire qu'il encourage le racisme. Je ne vais pas le rendre coupable de ceux qui, aujourd'hui, tuent par racisme. Ce que je dis simplement, c'est que par clientélisme, il est de ceux qui, en permanence, ont cette obsession
pour la question migratoire, pour la question de l'islam, et donc qui entretiennent cette idée que nous soyons aujourd'hui dans une forme de submersion, de grand danger qui viendrait exclusivement de nos concitoyens d'origine étrangère ou étrangers ou supposés étrangers, et que donc il entretient effectivement un climat qui est un climat nauséabond, et ce climat-là, effectivement, il peut conduire des gens qui sont déjà portés sur ce terrain, soit faibles psychologiquement, soit des gens qui avaient déjà un terrain raciste propice, eh bien, à passer à l'acte. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dans notre pays, on puisse à un moment en finir avec les obsessions identitaires, avec tout ce qui permet à des gens de croire qu'ils sont légitimes à considérer qu'il y a une guerre des civilisations dans ce pays. Vous pensez quelque part qu'il est complice de la mort de ce Tunisien coiffeur dans le Sud, quoi? Bah oui. Non, je ne dis pas, je ne prononce pas le mot de complice. Non, mais parce que ça va loin et vous allez trop loin. Non, mais Olivier Faure, non, mais il s'agit d'être là. Je ne cherche pas. Je cherche pas la mauvaise polémique. Je dis simplement, je cherche justement à ce que le débat public retrouve, enfin que le fleuve retrouve son lit et retrouve un équilibre. Qu'il y ait un débat politique, y compris sur la question migratoire, ça me paraît normal. En revanche, qu'on ait cette espèce d'obsession, qu'on puisse aller dans des réunions et parler de « abat le voile ». Enfin, ça n'est pas les mots que devrait utiliser un ministre de l'Intérieur. On est dans une situation où lui-même cherche à accréditer l'idée que derrière chaque musulman, il y a maintenant un frère musulman. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut en finir avec cette obsession et qu'il faut retrouver un peu de calme dans ce pays et aller chercher à l'apaiser et non pas toujours à tout conflictualiser. Parce qu'on a beaucoup dit que LFI cherchait à tout conflictualiser et ça n'est pas faux, mais ils ne sont malheureusement pas les seuls. C'est aujourd'hui le cas pour ce gouvernement. Gabriel Attal conflictualise lorsqu'il propose d'interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans. Il est sur un terrain qu'il croit favorable, mais il sait très bien que la mesure qu'il entend proposer est absolument inapplicable. Oui. Et il le fait simplement parce qu'il sait qu'il flatte là des opinions publiques qui aujourd'hui sont effectivement dans une forme de suspicion généralisée face aux musulmans. Je voudrais vous lire quand même ce qu'a déclaré hier Kamel Daoud, l'écrivain, à propos du voile. Je le cite: « La plus grande avancée de l'Occident sur le monde musulman, c'est le statut de la femme. Chez nous, elle appartient à son père, son frère et son fils. Chez les musulmans, c'est un esclavagisme confessionnel. Le voile est tragique et inacceptable. Si tu veux sortir, tu dois te cacher. » Vous partagez ce qu'il dit ? Mais moi, je ne suis pas musulman et je ne suis pas pour le voile. Je considère que c'est laisser penser que on a aujourd'hui des femmes qui devraient porter de manière obligatoire le foulard ou le voile, ça me paraît effectivement très rétrograde, et que je suis attaché à l'idée de liberté et à l'idée de l'égalité entre la femme et l'homme, et donc je ne suis pas le promoteur de tout cela. Ce que je viens de dire à l'instant, c'est simplement que quand on propose, comme Gabriel Attal, de supprimer la possibilité, enfin de condamner les familles, les parents d'une jeune femme qui porterait le voile parce qu'elle a moins de 15 ans, je dis que cette mesure est inapplicable. Et donc qu'on est dans une situation où on a une espèce de surenchère à droite qui, en réalité, vise simplement à rappeler en permanence qu'il y aurait un problème avec les musulmans. Et moi, je souhaite que nous en finissions avec cette espèce de chasse permanente aux musulmans qui conduit effectivement derrière à ce que des gens pensent que nous sommes dans une guerre civilisationnelle et que nous sommes menacés aujourd'hui par l'islam, que nous serions dans une forme de grand remplacement qui n'existe pas. Bien, Olivier Faure, demain vote des militants PS. Votre concurrent adversaire Nicolas Maillard-Rossignol vous reproche de ne pas vouloir débattre avec lui. La mobilisation sera-t-elle forte ou pas? François Hollande, lui, a choisi apparemment Nicolas Maillard-Rossignol. Il dit, oui, il y a eu quoi, 24 000 votants lors de ce premier tour. Moi, à mon époque, il y avait 180 000 militants lorsque j'étais premier secrétaire du Parti socialiste. Que lui répondez-vous? Que François Hollande a la mémoire courte, c'est dommage. Oui. Parce que moi, si j'avais été le président de la République qui a conduit à ce que le Parti socialiste passe de plus de 150 000 adhérents à 50 000 ou à 40 000, je crois que je serais très modeste. Parce que et je me tairais ? Non pas qu'il se taise, mais qu'il ait la volonté au moins de ne pas
entraver le travail de ceux qui bossent. Parce que la réalité, c'est que nous avons connu, à l'issue du quinquennat de François Hollande, une forme de grand désarroi lié au fait que nous avions tout en arrivant en 2012. Nous avions l'Assemblée, nous avions le Sénat, nous avions toutes les régions moins une, nous avions la majorité des départements, nous avions toutes les grandes métropoles ou presque. Et puis à la fin de ce quinquennat, nous étions non seulement isolés par rapport à nos partenaires, nous n'avions plus d'accord avec personne, nous étions dans une situation où nous avions perdu à peu près tout ce que nous avions majoritairement, et nous avons perdu l'élection présidentielle dans des conditions dont vous vous souvenez. Et donc, moi je veux bien qu'on me fasse la leçon. Mais la réalité, c'est que depuis que je suis premier secrétaire, eh bien, il y a des gens qui reviennent. Et que la réalité, c'est que dans le congrès présent, il y a 6% de votants supplémentaires par rapport au congrès précédent. Ça n'est pas suffisant. Et je veux bien. Vous appelez au vote, là? Mais bien sûr que j'appelle au vote. J'appelle celles et ceux qui peuvent le faire. Mais je rappelle aussi les règles particulières du Parti Socialiste. Nous ne votons pas en cliquant sur un bouton. Il faut payer une cotisation. On le fait simplement sur des horaires très restreints. Il n'y a pas de procuration possible. Tout ça conduit effectivement à ce que peut-être qu'il faille réviser nos règles. Oui, c'est un peu dommage. Réviser nos règles. Elles ont été très strictes pour éviter justement qu'il y ait toute forme de fraude. Et donc, ça... Peut-être on a tellement resserré les critères que ça devient compliqué. Mais bien sûr que j'appelle au vote. Alors, Olivier Faure, vous dites qu'il faut rassembler la gauche et les écologistes. Il y aura un rendez-vous municipal l'année prochaine important, une élection importante parce qu'elle précède l'élection présidentielle. Elle sera très importante sur le terrain politique. Est-ce que vous vous engagez ce matin à ce qu'il n'y ait aucun accord électoral, premier et second tour, entre socialistes et insoumis ? D'abord, il n'y aura pas d'accord national entre les insoumis et les socialistes sur les municipales. Je vous réponds très clairement, c'est une évidence. Mais là aussi, non, c'est pas le mais sur la question. C'est pas sur la réponse. Mais simplement que il n'y aura aucun accord premier et second tour. Je viens de vous dire qu'il n'y aura pas d'accord national entre les socialistes et les insoumis sur les élections municipales. Je reviens quand même un instant sur la question que vous me posez, qui a été suggérée hier par l'un de mes contradicteurs dans le Congrès, par Jérôme Gage. Mais qui était ici même à votre place. Absolument. J'aimerais que là aussi, on change un peu d'obsession. Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie... Des fois, dans le congrès du PS, j'avais l'impression qu'on était dans le congrès des insoumis. Mais moi, je ne suis pas insoumis. Et je ne me pose pas chaque matin la question de savoir ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Sur votre compromission avec eux. Il y a un doute sur... Jacques Brodin, quelle compromission ? Je ne sais pas, moi. Sur les alliances que vous avez passées avec eux précédemment. Mais est-ce que vous croyez que tous ceux qui sont opposés à moi dans ce congrès ont repoussé les alliances avec LFI ? Est-ce que vous croyez que François Hollande n'était pas candidat du nouveau Front Populaire ? Est-ce que vous pensez que Nicolas Meyer-Rossignol n'avait pas sa candidate dans sa circonscription qui était elle aussi sous les tièdes du Front Populaire ? Mais ça a changé aujourd'hui. Mais ça a changé, mais attendez, c'est qui la compromission ? Non mais je veux bien, mais enfin il faut quand même qu'à un moment ça s'arrête. Parce que vous savez ce que disait Jérôme Gage hier. Mais vous savez, attendez, je vous arrête. LFI est un bracelet qui plombe la gauche dans son travail de reconquête. C'est ce qu'il disait hier matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que LFI, c'est un boulet, il dit, pas un bracelet, un boulet qui plombe la gauche dans son travail de reconquête ? Moi, ce que je dis, c'est que, d'abord, la première chose que je vous dis, c'est que le soir du 7 juillet, au moment où le Front Populaire est arrivé en tête de l'élection législative, il y avait, au moment où j'ai pris la parole à 20h sur les chaînes de télévision, il y avait derrière moi toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'opposent à moi dans ce congrès. Et toutes et tous, à ce moment-là, voulaient gouverner et pensaient qu'ils auraient leur place dans ce gouvernement. Et les voilà aujourd'hui qui m'expliquent que eux sont dans une forme de pureté idéologique et qui jamais ils ne mangeraient de ce pain-là. Alors je dis stop à l'hypocrisie. Voilà ce que je dis. Et donc il faut parler vrai aussi peut-être. Et que se dire aussi que le Front Populaire, il a évité quelque chose. C'est que s'il n'y avait pas eu de Front Populaire, il y aurait aujourd'hui Jordan Bardella à Matignon. Et moi je suis fier d'avoir à la fois construit avec François Ruffin le nouveau Front Populaire, puis ensuite d'avoir fait en sorte qu'il y ait un front républicain auquel nous avons appelé les premiers et que les autres ont eu du mal à suivre. Que vous, hein. Le bloc central, s'ils n'avions pas été là aussi, il le bloc central, le bloc central d'abord il a été largement battu au premier tour et ensuite il a mis beaucoup de temps, le bloc central, à venir sur le front républicain. Je vous rappelle que Gabriel Attal était très réticent au départ, qu'il a été très lent à la manœuvre et que les LR n'ont jamais appelé au front républicain. Jamais. Donc là aussi, bravo les leçons. Mais enfin, ceux qui font le job, on sait où ils sont. Bon, donc,
présidentielle de 2027, municipale, aucun accord national, on est bien d'accord, présidentielle 2027, vous dites rassemblement de toute la gauche, vous avez dit toute la gauche, à l'exception des LFI. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas clair? J'ai dit de Ruffin à Glucksmann. Donc à l'exception des LFI. Ça me paraît assez simple, mais Il non n'y aura seulement. aucun accord. Mais même cette question me paraît, me paraît folle. Pourquoi? Pourquoi folle? D'abord parce que j'ai toujours dit de Ruffin à Glucksmann. Ensuite parce que les Insoumis eux-mêmes ont déjà répondu à François Ruffin qui a proposé une primaire, ils ont dit on n'en veut pas, on sera de toute façon candidat à l'élection présidentielle, et chacun a bien compris que celui qui se préparait à être candidat pour la 4e fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi cette question-là parce qu'il y a toujours un doute. matin? Il y a toujours un doute. Mais ça fait la millième fois que cette question est posée. Ça veut dire qu'on répand le doute pour vous fragiliser? Vraisemblablement, parce que c'est une question qui revient chaque matin, et en réalité c'est une question à laquelle tout le monde a répondu, tous les acteurs ont répondu, et donc il n'y a aucun doute possible. Donc cette question-là est une question rhétorique qui a simplement pour objet de dire qu'il y aurait des gens qui seraient peut-être... voilà, on sait bien que le soupçon... À Montpellier, les municipales, vous soutenez Delafosse? Bien sûr. À fond? Alors bien que les filles veut sa défaite? Mais moi, je suis socialiste, Jean-Jacques Bourdin, et je pense que Mickaël Delafosse, aujourd'hui, fait du bon boulot. Ce qu'il fait sur les transports, ce qu'il fait sur toute une série de politiques publiques, je soutiens ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il peut dire, notamment quand il me critique, ça va de soi. Nous n'avons pas tout à fait le même rapport aux Insoumis, à la gauche et au reste. Mais il n'empêche que les politiques publiques qu'il conduit à Montpellier sont celles que je soutiens, évidemment. Vous serez je ne le soutiens pas d'aujourd'hui, je l'ai soutenu déjà la dernière fois en 2020. Vous serez candidat en 2027? Un candidat aux législatives. À la présidentielle, je nomme à présidentielle. Mais là aussi, c'est une question. Mais oui, c'est une question rituelle. Est-ce que vous pensez vraiment que, je conseille à toutes et tous, allez-y, à gauche, oui, tous ceux qui se rêvent candidats à la présidentielle. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Mais de se modérer un peu. Parce que Clémentine Autain, François Ruffin, tout le monde, oui, tant d'autres. Toute la gauche. Je vois des gens, on a des candidats qui se multiplient. Oui. Et moi, ce que je crois, c'est que plus ils se multiplient, moins on a de chance. Oui. Parce que la réalité, c'est qu'on sait très bien que nous sommes aujourd'hui dans une situation où c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et qui a obtenu... au moins, alors dans les résultats des législatives, mais dans les sondages aujourd'hui, qui culminent autour de 40% au premier tour. La gauche n'a jamais été à ce niveau-là avec François Mitterrand. François Mitterrand a fait 32% dans l'élection de 88. Et donc nous sommes là dans une situation où, que ce soit Bardella ou Le Pen, ils sont au-dessus de ce score-là. Et on voudrait faire les malins à expliquer les uns les autres qu'on est tous candidats. Je le dis. Au lendemain des municipales, après avoir construit un projet commun, une plateforme commune avec toutes celles et ceux qui veulent bien s'y joindre, il faudra choisir le ou la meilleure d'entre nous, c'est-à-dire celui ou celle qui a le plus de chances, le lendemain des municipales, qui a le plus de chances de figurer au deuxième tour et de battre l'extrême droite. Une primaire peut être la solution, je ne l'exclus pas, même s'il y a des primaires de différentes natures, et ça peut être une primaire, ça peut être d'autres solutions. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faudra qu'on décide ensemble du mode d'emploi, et qu'à un moment, on soit tous suffisamment responsables pour pas mettre nos égos devant, en fait, le destin de notre pays. Voilà. Merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin. 8h59.